Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro mensuel de Reporter, le DOC, le magazine de grands reportages long format de la rédaction de France 24. Direction l'Iran aujourd'hui. Le pays est à la croisée des chemins après 12 années de sanctions internationales pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Eh bien, ce pays du président Rouhani est redevenu fréquentable après l'accord signé l'an dernier. Et il s'ouvre à nouveau au monde, y compris aux milieux économiques occidentaux qui sont à nouveau autorisés à faire des affaires avec Téhéran. Mais les ultra-conservateurs font toujours pression pour revenir en arrière et l'arrivée prochaine d'un nouveau président à la Maison-Blanche est un facteur supplémentaire d'incertitude dans les relations toujours inflammables entre Washington et Téhéran. Iran, année zéro, c'est un documentaire d'Antoine Mariotti, Stéphane Saporito et Vincent de Cointet pour France 24. C'est l'une des villes saintes d'Iran, l'une des plus conservatrices aussi. Qom, surnommée le Vatican du chiisme, est l'anti-Téhéran, à tout juste 2 heures de route de la capitale. Ici, pas de femmes sans tchador, seuls les visages et les mains apparaissent. Fin février, en pleine campagne pour les élections législatives, difficile de trouver des partisans du président Rouhani. L'accord sur le nucléaire, adopté quelques mois plus tôt, est perçu avant tout comme un piège tendu par les États-Unis et leurs alliés pour affaiblir l'Iran. Les personnalités qui n'ont pas bien coopéré sur ce sujet, qui n'ont pas pris les bonnes décisions et ont essayé d'affaiblir notre pays, n'ont naturellement pas ma confiance. Ça va contre notre Coran. Les gens avaient confiance. Ils avaient des attentes au moment des négociations sur le nucléaire, mais elles n'ont pas été satisfaites. À Qom, les candidats ultra-conservateurs sont les grands favoris. Ils espèrent bien remporter 2 des 3 sièges de députés qui sont en jeu ici. Le Mollah Mojtaba Zolnour est l'un d'eux. C'est un proche du guide suprême. Il a longtemps été son représentant au sein des gardiens de la Révolution. À 4 jours du scrutin, il participe à l'un de ses derniers meetings dans cette mosquée. L'occasion pour lui de rappeler devant une caméra française que tout le monde ne soutient pas l'action du président Rouhani. Monsieur le Président, que Dieu lui vienne en aide, est allé acheter 138 Airbus lors de son voyage à l'étranger. Mais quelle est la part de notre population qui a besoin d'Airbus? D'accord, nous en avons besoin. Nos moyens de transport sont en mauvais état. Mais nous avons près de 40% de notre population en dessous du seuil de pauvreté. Alors quelle est notre priorité? Signons des contrats pour des tomates. Il y a quelque temps, le guide suprême a dit « Quand on pense que nos fruits viennent de l'étranger, on en a honte. On en a honte. » Vous allez avoir une nouvelle voiture ? Monsieur Rouhani est allé en France pour acheter de nouvelles voitures. Des voitures très modernes qui, grâce à Dieu, seront importées ici. C'est une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Ce mot-là se félicite de l'ouverture de son pays, mais elle est aussi perçue comme la menace d'une infiltration étrangère. Pendant cette campagne électorale, la figure du journaliste occidental est au cœur de cette contradiction. Le soir même, Mojtaba Zolnour participe à un meeting en compagnie d'Ahmad Amirabadi, député sortant de la ville et à nouveau candidat cette année. À Qom, cet ultra-conservateur est très influent. Et tout d'un coup, les portes se ferment. Il va dire احساس می‌کنن که ممکنه براشون حاشیه ساز بشه. خاطر همین اجازه نمیدن بنداختن. اینا رو بذارید کنار باش بشینید تو مسجد. Les durs ont la main sur Qom et de nombreuses villes de province. Mais Téhéran, 6 mois plus tôt, montrait un tout autre visage. Le 14 juillet, date de l'accord sur le nucléaire, une foule en liesse envahissait les grandes artères de la capitale et saluait un accord historique.
L'Iran venait d'accepter de réduire drastiquement son programme nucléaire pour prouver qu'il ne cherche pas à obtenir une bombe atomique. En échange, la communauté internationale promettait de lever les sanctions qui étouffent l'économie iranienne depuis des années. Today could have been the end of hope on this issue, but now we are starting a new chapter of hope. The decision today is not only on Iran's nuclear program, but it is much, much more than this for the entire world, and we all know that this is very much needed in these times. Les délégations étrangères, et notamment européennes, se ruent alors immédiatement à Téhéran. Moins d'une semaine après l'accord, le ministre allemand de l'économie est déjà dans le pays. En septembre, les Français entrent en scène. 2 ministres accompagnent 132 dirigeants d'entreprises réunis par le MEDEF, l'organisation du patronat français. Pour espérer pénétrer le marché iranien, il faut savoir flatter le nouvel ami et futur partenaire. Il y a donc beaucoup de choses à faire, ensemble, travailler dans le respect qui vous est dû, dans le respect aussi d'une grande culture dont témoigne le prestige dans notre pays de vos œuvres, de votre création et en particulier de votre poésie. Dans ce nouveau jeu complexe de diplomatie économique, Ali Yahani, ambassadeur de la République islamique en France, occupe une place centrale. Principal courroie de transmission entre Téhéran et Paris, il est particulièrement courtisé par les industriels français. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Ah, bonjour. Quel plaisir de vous voir ici. Ça va très bien. Vous me permettrez de venir vous voir à Paris parce que nous avons un certain nombre d'accords importants à signer. C'était Air Liquide. Ah, Air Liquide, vous êtes bien actif ici. Hein. Vous avez entendu qu'on était actif. C'est plutôt bon signe alors. Je voudrais vous présenter Jean Saluche, qui est le nouveau président de la FIEV. Ah, très bien. Merci. Nous sommes prêts à démarrer dès que cela sera possible. Bon, c'est vous de même avant si on peut. Préparer le terrain. Voilà, exactement. Allez, voilà. Absolument. Merci. Comme ses confrères du MEDEF, Vincent Papé, directeur Moyen-Orient de la société de travaux publics Eiffage, espère obtenir rapidement un premier chantier en Iran. Et avec les accords du 14 juillet, son calendrier s'est accéléré. Avec son partenaire iranien, il essaye de se frayer un chemin dans le dédale des intermédiaires. Là, je vais bâtir un plan d'action avec mon partenaire, puisque nous avons quand même, à travers tous ces rendez-vous que nous avons eus, rendez-vous officieux, rendez-vous officiels, identifié 4 à 5 projets. Je veux que de son côté, il vérifie que ces projets sont déclarés prioritaires au niveau du gouvernement. Pour espérer pouvoir remporter un de ces 4 ou 5 chantiers, Vincent Papé doit identifier le bon canal de décision au sein du système iranien. Une myriade d'entités politico-économiques, publiques et parapubliques. Entre 65 et 70% de l'économie iranienne dépend du secteur public, c'est-à-dire aussi bien de l'État que de fondations. Et tout cela représente des pans entiers de l'économie iranienne qui sont soit sous le contrôle du gouvernement, soit sous celui d'institutions paramilitaires ou de ses fondations. Au cœur de ce système règnent les gardiens de la révolution, les fameux Pasdaran. Cette institution est devenue depuis 1979 l'organisation militaire et sécuritaire la plus puissante d'Iran, un État dans l'État. Ils ont petit à petit pénétré tous les rouages de l'économie. Le gouvernement veut désormais tenter de limiter leur influence pour attirer les investisseurs étrangers. Ils doivent passer le relais au fur et à mesure et arrêter. Nous préférons ne pas donner les nouveaux contrats aux entités étatiques. Cela concerne les militaires autant que les entreprises d'État. Notre préférence, c'est de soutenir les sociétés privées. C'est notre priorité. Là, je vais rentrer dans une phase où on accède à des milieux un petit peu plus fermés, où les choses se discutent, je dirais, en tête-à-tête avec les autorités et d'une manière assez concrète et confidentielle. Je vous en dirai pas beaucoup plus,
mais on est obligé de passer par les pièces maîtresses du système. Elles sont difficiles à identifier, les pièces maîtresses? Assez difficile, puisqu'en fait les pièces maîtresses sont toujours dans l'ombre. Vincent Papé se rend à un rendez-vous confidentiel avec une de ses fameuses pièces maîtresses. Un ancien héros de la guerre Iran-Irak des années 80. Un homme, aujourd'hui reconverti dans les affaires, est devenu expert du développement urbain et des transports. Il doit permettre à l'industriel français de s'implanter sur le marché iranien. Ça a été productif comme rendez-vous? Oui, on a vu certains dignitaires, donc les projets aujourd'hui sont mis en avant, sont ciblés. Et, maintenant c'est à nous de jouer, de montrer qu'on est réactif, puisqu'on nous a témoigné une confiance, donc à nous de nous montrer dignes de leur confiance. Si les étrangers se battent pour obtenir des marchés en Iran, les entreprises iraniennes aussi sont en demande. Car dans tous les domaines, les besoins du pays sont gigantesques. Ces 12 dernières années, la pression économique due à ces sanctions injustes a provoqué autant de dégâts que la guerre Iran-Irak. Au moment où je vous parle, il manque entre 400 et 450 milliards de dollars à investir en Iran. Alors les sanctions, ce n'est pas toujours une bonne procédure, bien sûr, mais enfin là, ça avait tellement de conséquences sur leur propre niveau de vie, appelons un chat, qu'avec en plus l'élection du président Rouhani, ça a permis la bascule. Et enfin et surtout peut-être les émeutes de 2009 où les gens ont contesté la réélection entre guillemets d'Ahmadinejad. Ces émeutes ont été faites non pas par des occidentalisés, mais par des gens qui étaient issus du sérail. Plusieurs millions d'Iraniens réclament l'annulation du scrutin et crient leur colère. Les candidats réformateurs sont arrêtés, le mouvement de contestation réprimé. 150 manifestants perdent alors la vie. Les gens qui contrôlaient le gouvernement ont eu peur que les enfants de Khomeini, en quelque sorte, ou ses petits-enfants, ne prennent le pouvoir et renversent les choses. Il fallait absolument adapter la République islamique, qu'elle accepte pour la première fois de négocier, ce qui n'était pas le cas auparavant. S'il ne cède pas en 2009, le guide suprême donne donc sa bénédiction 4 ans plus tard au nouveau président modéré, Hassan Rouhani. Mais ce consensus au sommet de l'État est très relatif. Pour Ali Khamenei, le guide suprême, et les milieux ultra-conservateurs qui le soutiennent, la future ouverture du pays ne doit pas dénaturer l'identité même de la République islamique. À la grande mosquée de Téhéran, le prêche du vendredi est l'occasion pour les durs du régime de faire entendre leur voix. وقتی می‌نشینن با شما بهبهو چهچه حرفایی میزنن که شما خوشحال بشید وقتی چشم شما رو دور می‌گیرن دستاشون رو به دندان می‌گزنن از فرط خشمشون Le guide de la République islamique a pour fonction de défendre la République islamique et ses valeurs essentielles, qui sont notamment la résistance à l'impérialisme américain, etc. Il sait que pour les défendre, il faut quelquefois faire des concessions pour être plus fort, d'où l'accord sur le nucléaire et l'acceptation de l'ouverture de la porte. Mais on n'ouvre pas n'importe quelles conditions. Et donc lui affirme effectivement, c'est son métier, de résister et non pas de marcher. Il a une certaine crainte que l'invasion culturelle américaine ne domine l'Iran et ne fasse s'effondrer de l'intérieur la République islamique. La résistance ne tarde pas. Début novembre, 5 journalistes iraniens proches des milieux réformateurs sont accusés d'atteinte à la sécurité nationale et jetés en prison. Parmi eux, Issa Sahriz. Cette figure iranienne du journalisme indépendant avait déjà passé 4 ans et demi en détention après les élections de 2009. Quelques mois après sa libération, début 2014, Issa Sahriz avait reçu France 24 chez lui à Téhéran. À l'époque déjà, il ne se faisait aucune illusion. Avant qu'on m'envoie en prison, j'avais l'habitude de dire que je vivais déjà dans une grande prison qui s'appelle l'Iran. Je ne pouvais pas sortir du pays.
Mais je peux écrire des articles sur Facebook, accorder des interviews. Mais quand même, je sais que chacune de ces actions, c'est un dossier sur moi. Et à tout moment, on peut ouvrir un nouveau dossier et venir me chercher à mon domicile, me poursuivre en justice, m'arrêter et me renvoyer en prison. Il n'y a pas de journaliste emprisonné juste pour avoir exercé son métier. Certains d'entre eux, je ne nommerai personne, font face à des accusations liées à la sécurité et au renseignement, car ils ont des relations avec des individus dangereux pour la sécurité du pays. Donc ceux qui sont opposés pour des questions idéologiques, à l'ouverture américaine, à la liberté intellectuelle, à la liberté des femmes, tous ces gens-là se disent « le danger est imminent ». Peut-être que dans 2-3 ans, les choses vont changer, parce que l'accord du 14 juillet va amener une ouverture. On ne pourra pas résister, donc tout de suite, bloquons le système, pour qu'on n'aille pas trop loin. Très affaibli par une grève de la faim et des problèmes de santé récurrents, Issa Sahriz est hospitalisé et reste à ce jour privé de liberté. Alors qu'à Téhéran, les factions au pouvoir se déchirent, l'application de l'accord sur le nucléaire est suspendue à un premier rapport de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle doit faire la lumière sur le potentiel aspect militaire du programme nucléaire de Téhéran. De quoi donner du grain à moudre à Washington au cercle républicain, irréductibles opposants à l'accord. On sait que l'Iran a menti. On sait que l'Iran a menti. Toute la posture de l'Iran était de dire « nous n'avons pas de programme nucléaire militaire ». C'est de la fiction, ce sont des bobards. Et qu'apprend-on du rapport de l'AIEA? Que l'Iran a bien eu un programme d'armement nucléaire. L'agence est en effet formelle. L'Iran a bien tenté de mettre au point un engin nucléaire explosif avant 2003. Aucune activité n'a en revanche été observée depuis 2009. Un point de l'accord prévoit que les Iraniens doivent fournir eux-mêmes les données techniques. Et bien sûr, s'en remettre à eux alors qu'ils n'ont pas arrêté de tricher durant toutes ces années, c'est juste de la folie. C'est la raison pour laquelle nous avons pris nos précautions, et notamment ce qu'on appelle le snapback, c'est-à-dire si l'accord n'est pas respecté, il y a toute une série de mécanismes, les puissances qui l'ont signé, enfin en tout cas du côté qui n'est pas iranien, peuvent revenir en arrière. Ce chapitre désormais clos, l'accord entre officiellement en vigueur. Le 16 janvier, la communauté internationale dessert l'étau qui asphyxie l'économie iranienne depuis plus d'une décennie. Today, multilateral and national economic and financial sanctions related to Iran's nuclear program are lifted. Téhéran récupère notamment une partie de ses avoirs gelés à l'étranger, plusieurs dizaines de milliards d'euros qu'il va pouvoir réinjecter dans son économie. Et la population espère pouvoir en profiter dès que possible. On aura plus d'opportunités, mais surtout il y aura davantage de travail. C'est essentiellement pour l'emploi que ça va changer. Il y avait un problème à ce niveau-là, et ça, pour l'avenir de nos enfants, ça va changer. Nous espérons que grâce à Dieu, la vie va s'améliorer et que nous serons là pour voir ça. Dans cette société, qu'est-ce qui nous fait tenir? C'est l'espoir. Avec la levée des sanctions, les choses bougent déjà. À partir de la semaine prochaine, il n'y aura pas de place dans les hôtels pour faire les réservations. Et 3 ou 4 grands hôtels, immédiatement, ont été assaillis parce que les délégations reviennent. C'est l'étape qu'on attendait. Maintenant, on nous permet d'activer d'autres partenaires et d'avoir un agenda un peu plus précis. Les grands investissements d'infrastructures, ça va encore prendre quelques mois quand même. C'est un nouveau logiciel qui se met en place. Un logiciel que les Iraniens ne connaissent pas encore vraiment et que nous ne connaissons pas non plus. Ce nouveau logiciel, il faut le faire fonctionner. Il faut donc que les systèmes bancaires soient mis en place, que les relations soient mises en place, que les relations ordinaires soient mises en place. Il n'y a pas plus de 2000 Occidentaux résidant en Iran.
C'est zéro, il y a 300 000 Français qui résident à Londres. Donc il faut que les contacts reprennent, que les relations ordinaires reprennent. Quelques jours après cette levée des sanctions, Vincent Pape est donc de retour à Téhéran. Il retrouve la fameuse pièce maîtresse, l'ancien militaire rencontré en septembre et qui cette fois-ci accepte d'être filmé. Pour toute activité économique, il faut en premier lieu se renseigner. Nous, de façon très transparente, nous mettons à disposition les informations que les investisseurs peuvent souhaiter. Nous les transmettons à ceux avec qui nous sommes en contact. Plusieurs projets sont sur la table pour Vincent Pape, notamment un chantier important, l'extension du port de Jasc, un terminal pétrolier situé à l'entrée du golfe Persique. Nos zones de réserve pétrolière et d'énergie se trouvent ici. Cette zone à Jasc va servir à avoir un accès beaucoup plus rapide à la mer en passant par la mer d'Oman. Ça a du sens de concentrer, je dirais, ce port à la fois de marchandises et d'export, import-export de produits pétroliers dans une zone qui est hors du Golfe, évidemment. Les négociations sur l'extension du port de Jasc vont prendre du temps. Vincent Pape n'espère pas décrocher ce contrat avant début 2017. L'Iran, c'est pour s'installer à terme, oui. On n'est pas sur une approche de faire un coup sur un projet et repartir. L'Iran, c'est un marché neuf, en plus une ouverture sur d'autres territoires, donc ça peut être une base à développer pour FH. Après l'amende record infligée par Washington à la BNP Paribas, près de 8 milliards d'euros, les banques européennes restent très frileuses et ralentissent le processus. Car les États-Unis ont maintenu certaines sanctions en place contre l'Iran, ce qui rend le chemin encore plus compliqué pour les entreprises américaines. Ça ne fait aucun doute. Les entreprises européennes et autres vont investir le marché iranien d'une façon que les entreprises américaines ne peuvent pas faire. Et donc il va y avoir un avantage pour ces entreprises des autres pays. Un accord sur le nucléaire, des ministres qui se parlent régulièrement et un marché qui s'ouvre, la question est sur toutes les lèvres. Ce rapprochement peut-il aller plus loin entre Téhéran et Washington, plus de 35 ans après la prise d'otage de l'ambassade américaine en Iran? Au sein même du régime iranien, le sujet divise. Personne ne peut dire que nos relations resteront coupées pour toujours avec les États-Unis. Qui a dit cela? L'attitude des États-Unis n'a pas changé par rapport au passé. Je parle de leur politique vis-à-vis de la République islamique. Je pense que c'est dû au lobbying des Israéliens et de leur soutien au sein même des États-Unis. Ils veulent rassurer Israël sur le fait que cet accord sur le nucléaire n'aboutira pas à un changement des mentalités et de la vision des Américains vis-à-vis de l'Iran. Je ne vois pas l'ambassade des États-Unis rouvrir ici. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on pense, rouvrir une ambassade. On ne se pose pas la question. L'Iran est une menace. Il continue de se mêler des affaires des autres pays et d'y intervenir. Il continue de soutenir des groupes extrémistes et terroristes qui constituent tous une menace. Si le président Rouhani s'est rendu dès le mois de janvier en Italie et en France, les désaccords perdurent aussi avec ces pays, sur la Syrie notamment, dont l'Iran est le principal soutien. Depuis l'accord sur le nucléaire, Téhéran a été invité à la table des négociations pour tenter de régler cette question. Une première en 5 ans de guerre. Mais chacun campe toujours sur ses positions. Certains disent, et ça a du sens, comme il y a eu cet accord, ça va permettre l'ouverture de l'Iran, sa réintégration dans la société internationale. C'est une hypothèse. Mais on peut tout aussi bien soutenir que puisque l'Iran a été ouvert sur le plan nucléaire, il va être davantage fermé sur d'autres plans. Donc, je suggère de rester prudent et vigilant. L'Iran continue de dire qu'Israël ne devrait pas exister, alors qu'Israël est une démocratie au Moyen-Orient. Les États-Unis soutiennent Israël et nous croyons que son avenir doit être assuré. Donc oui, bien sûr, l'Iran fait toujours de nombreuses choses qui menacent la paix et la stabilité. Ça n'aide pas la communauté internationale et je pense qu'à long terme, ça n'aide pas l'Iran non plus. L'accord sur le nucléaire est une première étape.
Pour imposer davantage son pouvoir, Hassan Rouhani a aussi besoin d'un nouveau succès électoral, 3 ans après son arrivée à la présidence. Le 26 février, 33 millions d'Iraniens votent aux élections législatives. Si à Qom, les candidats proches du guide, comme le Mollah Mojtaba Zolnour, l'emportent, à Téhéran, ce sont les alliés d'Hassan Rouhani qui triomphent. À la surprise générale, il rafle les 30 sièges en jeu. Pour les journalistes du quotidien réformateur Shargh, ce succès du président pourrait bien marquer un tournant dans la bataille politique que se livrent les factions au pouvoir. Si le gouvernement réussit durant l'année à venir à concrétiser et à créer les conditions d'une reprise économique permettant une amélioration de la situation, alors, naturellement, ces conservateurs et les gens qui tiraient profit du maintien des sanctions devront changer de slogan et seront désarmés face à cela. Ils n'auront plus rien à dire. Mets la photo là, que je vois ce que ça donne. Mets un slash, une virgule. Mets un slash en haut. On va écrire « La liste de l'espoir dans son ensemble remporte le vote ». La victoire du président Rouhani à Téhéran est plus qu'un symbole. Elle est le signe que la politique d'ouverture qu'il mène depuis son élection en 2013 est une nouvelle fois approuvée par une majorité de la population. L'Iran s'éveille doucement. Le pays devient une destination touristique à la mode. Mais la situation reste fragile. Les ultra-conservateurs font toujours pression pour revenir en arrière, en Iran, mais aussi aux États-Unis, où un nouveau président viendra bientôt s'installer à la Maison-Blanche. Les bonnes fées ne sont donc pas les seules à veiller sur l'accord sur le nucléaire et l'ouverture économique qui s'ensuit. La balle est aujourd'hui autant entre les mains des Iraniens que du reste du monde. Iran, année zéro, voilà pour ce sujet, signé Antoine Mariotti, Stéphane Saporito et Vincent de Cointet. C'est la fin de ce numéro mensuel de Reporter le Doc. On se retrouve le mois prochain et dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.